Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Suivez avec moi tous les samedis à 15h heure de Washington, 20h temps universel Washington Débat, une émission des services de programme de Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Radio Guinée USA, c'est cette première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Vous pouvez aussi écouter nos émissions en différé sur votre téléphone portable à partir des États-Unis en composant le 209 647 1699 et le code qui suit est le suivant 67 21 37 en direct sur Radio Guinée USA. Votre émission de tous les samedis, Washington Débat, l'émission des grands débats politiques, économiques et socioculturels. Washington Débat, animé par Georges Léonard Pino, c'est tous les samedis sur nos antennes. Connectez-vous, mesdames et messieurs, en cliquant sur www.rgusa.net ou appelez le standard de la radio et participez en direct sur nos antennes tous les samedis en composant le 209 647 16 00 et le code qui suit c'est le 67 21 37. Encore une fois, pour participer à Washington Débat en direct tous les samedis sur nos antennes, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, il suffit de composer le standard de la radio qui est donc le suivant 209 647 16 00 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. Washington Débat, c'est tous les samedis à 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Pour vos critiques et suggestions, pour vos dédicaces, une seule adresse contact@rgusa.net contact@rgusa.net ou à washdeba@gmail.com. Washdeba, ça s'écrit donc W-A-S-H débat D-E-B-A-T-S ou à commercial gmail.com. Washington Débat, c'est cette émission qui vous parvient tous les samedis en direct sur nos antennes à partir de 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges Léonard Pino. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. À bientôt sur nos antennes. Il est 15h à Washington, 19h en temps universel coordonné, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur la Radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable à www.usa.net. Thèmes principaux du jour, mesdames et messieurs, pour cette 73e édition de Washington Débat, en ce samedi 26 mai 2012, samedi ensoleillé, samedi des grands débats, samedi où... Mesdames et messieurs, donc, nous continuons cette émission. Alors, invité du jour, Sawa Dieudonné, économiste à l'Université de Kinshasa en RDC. Et en deuxième position, nous aurons tous les membres du bureau exécutif du Conseil supérieur de la diaspora forestière. Principaux thèmes, mesdames et messieurs, en Afrique, les regards sont tournés vers le Mali où le président de la transition, Dionkunda Traoré, a été frappé par des manifestants lundi dernier à Bamako qui réclament son départ du pouvoir. La transition malienne est-elle menacée à vos yeux, mesdames et messieurs? Nous le saurons tout à l'heure dans cette émission. Alors, en deuxième position, l'instabilité chronique en Afrique est-elle à vos yeux un facteur de croissance économique? Nous le saurons tout à l'heure avec notre invité, le professeur Sawa Dieudonné, économiste à l'Université de Kinshasa. Nous sommes en RDC. Alors, mesdames et messieurs, en Guinée, nous ferons plein feu sur le Conseil supérieur de la diaspora forestière et ses objectifs pour le développement économique. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière, c'est cette ONG guinéenne née aux États-Unis il y a de cela presque 4 ans. Alors, pour participer au débat, composez ce numéro ci-dessous, 209 647
1600 suivi de la touche dièse. Ensuite, faites le code 67 21 37. Alors, pour participer donc au débat, le standard est ouvert. Votre serviteur du jour, Georges Léonard Sagno, vous comprenez, l'émotion est de taille car Washington bouge au rythme du football. Au moment où nous vous parlons, le football bat son plein ici dans la région métropolitaine de Washington. L'Université de Maryland accueille les équipes qualifiées pour la finale du tournoi inter-État ici de football appelé tournoi interstate donc de football au sein de la communauté guinéenne. Les équipes sont venues des 4 coins des États-Unis plus le Canada. Alors au moment où nous vous parlons, l'Université de Maryland est donc le théâtre de football aujourd'hui. Nous ferons des tours avec nos correspondants sur place, Salumba Shérif. Monsieur Salumba Shérif est sur les lieux. Il pourra nous faire vivre cette grande cérémonie footballistique. Alors, mesdames et messieurs, donc, nous allons continuer ce débat et en attendant, nous aurons pour inviter aujourd'hui aussi monsieur Joseph Abba. Monsieur Joseph Abba est le vice-président de la diaspora forestière et monsieur Germain Bemou. Germain Bemou est le président de la diaspora forestière également aux États-Unis, qui viendront tous de nous parler des objectifs de leur ONG. Toujours en RDC, nous aurons la contribution de Mme Chantal Faïda. Chantal Faïda, vous le savez, est économiste, analyste basée à Goma en RDC. Toujours en RDC, nous aurons aussi également la contribution de Mme Marie-Rose Bora. Marie-Rose Bora est professeure aussi de son État. Elle nous répondra à partir de Bukavu si les dieux de la communication sont avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue donc dans cette émission que vous anime Georges Léonard Sagno. Alors, l'émission que vous suivez, ça passe sur les ondes de Radio Béni, Télé Soleil Béni, à Béni là-bas, dans le Kivu. Alors, notre confrère El Hadj Koudra Maliro aussi sera de la partie pour nous faire vivre les grands moments de cette grande contribution de ce grand pays qu'on appelle la RDC. Alors, à Béni, en direct de Béni, salut Monsieur Koudra Maliro. Mesdames et messieurs, je m'en vais donc pour, en attendant que nous ayons tous nos invités ici avec nous, on aura aussi en ligne de râler la contribution de Monsieur Diona. Monsieur Diona est analyste à Radio Guinée USA. Il nous répondra à partir de Béni, de Raleigh. Raleigh, c'est la capitale à la fois économique et politique de la Caroline du Nord. Mais d'ici là, nous allons prendre une pause musicale avec le percutant Obentia dans Katuga. Au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, ce n'est pas ça Obéno. Ne remettons pas ce que l'on peut faire aujourd'hui à demain. Remettons demain, on peut faire si je savais. N'attendons pas l'État pour faire ce que l'on peut faire. Car vouloir c'est pouvoir. Car vouloir c'est pouvoir. Avec l'unité, la foi, on peut faire de la Guinée un paradis. Vous avez compris, c'est Obetia. Bannissons l'égoïsme, bannissons les haines. Évoluer notre chère religion, la Guinée forestière. Obino chanter, diaspora forestière, diaspora forestière, Obentia, sur les antennes de Radio Guinée, mesdames et messieurs. C'est nulle part sinon que sur Radio Guinée USA. Eh oui. Il nous chante ici l'unité. Chose que notre pays a besoin pour bouger. La Guinée, notre cher pays. Eh oui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de New York City.
Et un ce grand notre confrère Karim Tosh Diabaté sera aussi dans cette émission, en direct de Washington bien sûr. Karim Tosh Diabaté est le directeur de la télévision africaine basée à New York City. Eh oui. Nous sommes en direct sur les antennes de Radio Guinée USA, votre première radio numérique. Les principaux thèmes sont entre autres le Mali, ce beau pays d'Afrique de l'Ouest qui envoie sur les feux des militaires et civils qui se disputent le pouvoir. Vous avez compris? Ils sont en train de s'amuser après 21 ans de démocratie dans ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, donc, tous les regards sont tournés vers le Mali où la transition semble menacée. Mais nous n'osons pas le dire car quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau, dit un proverbe africain. Alors, nous aurons avec nos panélistes et invités pour nous faire vivre les moments forts de cette transition malienne. Pour votre rappel, le 22 mars dernier, le président ATT, le général Amadou Toumani Touré, a été dépossédé de son pouvoir par un coup d'État opéré à partir du camp Kati, à 15 km de Bamako, où le capitaine Amadou Saya Sanogo et ses collègues ont chassé du pouvoir le président démocratiquement élu, Amadou Toumani Touré, et après 21 ans de démocratie dans ce beau pays, alors le président malien, pour ne pas dire l'ex-président malien aujourd'hui, a trouvé refuge à Dakar, où la Teranga lui a été réservée. Un accueil chaleureux au rythme du panafricanisme. Alors, concernant le Mali, voici une réaction qui nous vient donc de Bukavu. Bukavu, nous allons tenter de joindre nos invités. Madame Marie-Rose Bora, elle est donc professeure à l'université de Bukavu. Elle écrit ceci: la transition malienne est sérieusement menacée, dit-elle. Selon Marie-Rose Bora, la transition malienne donc est très menacée. Je ne comprends pas que tout un président soit blessé alors qu'il y a une garde. Il faut que le Mali préserve la tranquillité de son pays. Seuls les Maliens ont la destinée de leur pays. Signé Marie-Rose Bora. Elle est professeure à Bukavu là-bas. Bukavu, il est un peu plus de 20 heures passées. Et d'un moment à l'autre, nous prendrons la route de Kinshasa pour retrouver cet autre invité, M. Sawa Dieudonné, économiste à l'université de Kinshasa, là-bas en RDC. Et je voudrais, pour vous rappeler, mes chers invités, fidèles auditeurs de Radio Guinée USA, vous rappeler que le second thème de notre débat a été proposé par Sawa Dieudonné. L'Afrique, l'instabilité chronique en Afrique est-elle à vos yeux un facteur de croissance économique? On le saura tout à l'heure aussi avec nos invités. Merci à vous, professeurs, pour cette proposition de thème Ensemble pour construire l'Afrique. Radio Guinée USA et maintenant à partir de Washington en ce samedi ensoleillé, samedi 26 mai, jour né qualifié ici aux États-Unis de week-end du Memorial. C'est donc au cours de ce week-end que les Américains se rappelleront des braves soldats tombés sur les champs de bataille au Vietnam, en Irak et un peu partout à travers le monde, sans oublier les deux premières guerres mondiales. Donc c'est un long week-end qui a débuté. Et l'événement du jour, mesdames et messieurs, je vous le rappelle encore une fois, c'est le tournoi de football
appelé ici tournoi interstate de football dont la finale se joue ici à Washington. Au moment où nous vous parlons, l'Université de Maryland accueille donc toutes les équipes qualifiées pour les phases finales. Elles sont venues d'Ohio, de New York, New Jersey, Pennsylvanie où nous disons bonjour à une grande africaine, Madame Désirée Emma. Elle nous écoute en Pennsylvanie. Alors, les équipes, donc, dis-je, sont venues de Minnesota et un peu plus dans le nord des États-Unis, au Canada. Le Cili de Montréal a fait le déplacement de Washington pour donc participer à ce grand tournoi dont la finale est prévue demain. Ça sera sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Blaise Chérif, ambassadeur de Guinée à Washington. Washington où il est 15h16 en heure locale, 19h en temps universel. Coordonnées, mesdames et messieurs. Donc, direction donc Congo-Kinshasa. On me fait du côté de la technique que nous n'avons pas encore notre invité principal, monsieur le professeur Sawa Dieudonné, économiste à l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous aurons tout à l'heure cet invité, mais en attendant, nous allons essayer de faire un clin d'œil à nos amis de T-Mark Guinée. T-Mark Guinée, vous le savez, c'est cette compagnie de vente de matériaux de construction et de matériaux divers sur le net pour les Africains. Alors, un petit clin d'œil à nos amis de T-Mark, une petite promo et on se reprend dans un instant. Imaginez un monde sans barrière, imaginez un monde sans obstacle, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire T-Mark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci, T-Mark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec T-Mark. Maintenant, T-Mark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec T-Mark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Vous pouvez aussi faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. T-Mark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. C'est T-Mark. T-Mark, le marché au bout de vos doigts. Merci à nos amis de T-Mark Guinée, cette grande entreprise de vente de matériaux divers sur l'Internet pour la consommation locale en Guinée.
Mesdames et messieurs, nous allons donc continuer cette émission. Le temps pour nous de rejoindre nos invités en direct de Kinshasa et de Bukavu et de Goma en RDC. Alors, je vous rappelle encore que les principaux thèmes sont le Mali, la Guinée et l'Afrique. Pensez-vous que la transition malienne est-elle menacée? Car le président de la transition, M. Diokunda Traoré, a été frappé par des manifestants lundi dernier au palais de Koulouba, situé sur la colline de ce même nom, alors qu'il était en train de travailler. Les manifestants qui sont partis de Bamako-Ville ont marché jusqu'à Koulouba sans hésitation, sans autre forme d'inquiétude. Ils ont réussi à défoncer les portes du palais et ils sont rentrés. Le président était là et donc le président Diokunda Traoré a été roué de coups. Il a vu sauve grâce à l'intervention tardive des forces de l'ordre. Et nous le saurons tout à l'heure dans cette émission. Ce monsieur a été donc, le président de transition, a été donc évacué sur les centres médicaux de Pongé, village situé juste à 2 pas de la présidence malienne. Depuis là donc, le Premier ministre Modibo Diarra assume les fonctions de chef de l'État en attendant que le président Diokunda Traoré recouvre toute sa santé. Et au moment où nous vous parlons, M. Diokunda Traoré se retrouve aujourd'hui en France car il a été sérieusement battu. Donc il est parti en France pour des soins. Et avant son départ de Bamako, il a signé un décret, le décret autorisant le chef du gouvernement, M. Modibo Diarra, à présider le conseil du gouvernement et à prendre des actions pour la bonne marche de l'État malien. Et mesdames et messieurs, au moment où nous vous parlons, effectivement, les accords de la CEDEAO ont donc dépossédé le capitaine Sanogo pour donc donner plein pouvoir au président de la transition qui a la charge d'organiser des élections dans un an, chose qui avait été rejetée, les 10 accords donc avaient été rejetés par la junte malienne qui demandait 40 jours. Les 40 jours sont arrivés à terme le 22 mai dernier. Et vous connaissez le résultat, le 22 mai, donc les militaires, plutôt les manifestations de rue ont eu à prendre un autre tournant car ces hommes et femmes de Mali sont partis jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur président. Alors, la transition malienne, à vos yeux, est-elle menacée, mesdames et messieurs? Nous le saurons tout à l'heure avec nos invités que nos techniciens essayent de joindre. Monsieur Keita Amadou serait aussi dans cette émission. Monsieur Keita, il est malien d'origine, pour nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce grand conflit au Mali, car il faut bien dire que c'est un conflit qui oppose aujourd'hui les Maliens. Et au moment où nous vous parlons, le Mali est coupé en deux, car il y a des rebelles qui ont pris donc tout le nord Mali. Et aujourd'hui, la CEDEAO a toutes les peines du monde pour réconcilier le nord avec le sud pour que ce beau pays continue d'être ce qu'il a été toujours. Alors, monsieur, de côté de la technique, nous avons en ligne de Washington DC un de nos panélistes, apparemment monsieur Gilles Fangamou. Si c'est de vous qu'il s'agit, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA. Bonsoir, monsieur Georges. Bonsoir Merci tout le monde. de joindre l'équipe pour l'animation de ce grand débat du jour. Le thème qui nous regroupe, M. Gilles Fangamou, c'est bien le Mali. Vous le savez, le 22 mars dernier, le président démocratiquement élu, Amadou Toumani Touré, a été chassé du pouvoir par des militaires qui avaient commencé par demander des meilleures conditions de vie et meilleures conditions pour aller, disons, combattre les rebelles dans le nord Mali. Aujourd'hui, le président Amadou Toumani Touré, vous le savez, a trouvé refuge à Dakar, au Sénégal. Et au moment où nous vous parlons, Diokunda Traoré, l'ex-président de l'Assemblée nationale, assume les fonctions de chef de l'État, chef de la transition. Monsieur Diokunda Traoré, aujourd'hui, a été évacué à Paris pour des soins médicaux. Alors, est-ce que, à vos yeux, monsieur Gilles Fangamou, pensez-vous que la transition malienne est menacée à partir du moment où les manifestants de rue sont partis jusqu'au palais de Koulouba pour porter main sur le président Diokunda Traoré qui a été évacué, je le disais tantôt, à Paris pour des soins? Ouais, bonsoir, monsieur Georges. Vraiment, moi, le problème qui est là, moi, j'ai acquis vraiment l'Union africaine et la CEDEAO
comme on le dit. Comment on peut aller au palais pour frapper un président alors qu'il est gardé avec des garde-corps bien gardés au palais? Donc, je ne sais pas comment est la sécurité malienne à la présence. Donc, j'ai eu à vérifier beaucoup de choses, j'ai demandé les Maliens, j'ai vérifié dans les sites. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à connaître pourquoi, comment un président qui est au pouvoir, on peut aller jusqu'à dans son palais pour le frapper. Et ça, c'est étonnant. Donc, ça veut dire la sécurité, sa sécurité n'est pas sécurisée tellement. Oui. Et donc, c'est ça qui est étonnant. Je ne sais pas si c'est un coup ou bien réellement, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, je suis en train de vérifier et voir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il a été, réellement si c'était la vérité. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ce n'est pas un coup pour menacer le ministère ou pour quelque chose réellement. Moi, ça m'étonne comment on peut aller au palais en tant que c'est pas un coup militaire et on dit ce sont les manifestants qui sont allés au palais pour mettre main au président. Donc ça c'est étonnant. Donc oui, ça c'est étonnant et je n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Donc ça c'est C'est vrai, c'est étonnant et c'est vrai et c'est pour la première fois dans l'histoire du Mali que des manifestants sont partis porter main sur le président en exercice, fut-il président par intérim. Alors, au moment où je vous parle, je vous dis que c'est vrai, tout le monde s'étonne et vous vous étonnez que la sécurité n'ait pas réagi, M. Gilles Fangamou. Dans un pays où les militaires sont très présents, comment les manifestants sont parvenus jusqu'à traverser cette colonne de garde présidentielle pour rentrer au palais et porter main sur le président? Oui. Donc, c'est pour cela que je vous ai répété, si c'était un coup militaire, on allait dire parce qu'ils sont armés, et comme ça c'est, vous voyez, Toumani Touré, il avait eu un coup et il est parti parce que les militaires ils étaient armés. Ils ont menacé la garde présidentielle et ils ont pu évacuer le président qui s'est réfugié à Dakar. Et moi, les nouvelles que j'ai eues à apprendre dans les sites, dans les médias, on me dit qu'il a été menacé par les militants qui sont allés jusqu'au palais, lui frapper et on l'a évacué à Paris. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Vous, M. Georges, vous allez quand même m'aider à résoudre cette question et comment on peut aller frapper un président dans un palais. Donc ça veut dire la sécurité, il est élu, tout simplement il n'a pas de sécurité et il est élu et moi j'accuse aussi la CEDEAO. Pourquoi on peut élire un homme comme ça dans un pays où il n'y a pas de confiance, il a beaucoup les militaires veulent prendre le pouvoir, pourquoi pas envoyer des garde-corps présidentiels d'ailleurs, ou bien former d'autres personnes pour aller le protéger. Ça, c'était le droit, c'était le travail du président en exercice, comme on dit, Ouattara, qui devrait faire, moi, mon avis, dans un pays comme ça, tu devrais envoyer des garde-corps pour aller le contrôler. Comme aujourd'hui, ils ont envoyé des militaires, combien de militaires en Guinée-Bissau. Oui. Déjà, le Burkina a envoyé déjà. Le Nigeria est prêt pour envoyer d'autres militaires aujourd'hui en Guinée-Bissau. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ils disent qu'ils prennent le cas du Mali en main. Et comment le gars qui est démocratiquement élu, un président de l'Assemblée nationale, qui a été bien élu et on l'a envoyé, il a été président, on l'a nommé comme président pour organiser l'élection présidentielle, pourquoi il n'est pas vraiment sécurisé? Avant tout, c'est la sécurité d'un président, mais pas ça. Il était président de l'Assemblée nationale, je pensais qu'il était bien gardé. On n'a jamais entendu qu'il a été attaqué. Et attends que maintenant il est devenu président. C'est là-bas que maintenant il devrait renforcer sa sécurité. Oui. Donc ça c'est étonnant. Et ça, n'importe qui tu le parles de ça, il est vraiment, même les Maliens, j'ai eu à leur demander, ils disent, ah vraiment ça c'est étonnant. Et je ne sais pas, ils pensent que c'est un coup
qui a été préparé peut-être par Blaise et d'autres personnes pour évacuer le militaire qui les embête. Parce qu'aujourd'hui, le gars qui est au camp, le gars qui avait fait le coup, il est tout... Le capitaine Amadou Sanogo. Sanogo, il veut coûte à coûte prendre le pouvoir. Et on lui avait donné 40 jours pour qu'il réfléchisse. Et il avait insisté, il avait dit à la CEDEAO, si vous, pendant 40 jours, si vous n'arrivez pas à régler l'affaire du Mali, il doit se retourner au palais. Et maintenant, ils ont eu... Ah, c'est plutôt professeur. Allô, bonsoir. Oui, Jules, gardez la ligne. On me dit qu'on a le professeur Sawa Dieudonné de Kinshasa. Allô, bonsoir, professeur Sawa Dieudonné, c'est Georges Léonard Sagno. Comment ça va, M. Léonard? Je vous ai entendu, merci d'avoir appelé. Ah, ouais, très bien. Voilà, donc, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Guinée, USA, je vous rappelle, M. Jules Fangamo, gardez votre confort d'écoute. Nous sommes en direct de Kinshasa avec le professeur Sawa Dieudonné, professeur d'économie à l'université de Kinshasa. Alors, professeur, merci de nous rejoindre dans ce grand débat. Comment allez-vous pour commencer? Je vais très bien, M. Léonard. Très bien. Alors, professeur, le thème qui nous regroupe cet après-midi, c'est d'abord le Mali. Alors, vous le savez, ce pays d'Afrique de l'Ouest est secoué aujourd'hui par des mouvements sociopolitiques. Les militaires ont chassé du pouvoir l'ancien président malien, Amadou Toumani Touré, qui est aujourd'hui au Mali, au Sénégal, où il a trouvé refuge. Et le président de l'Assemblée nationale, Diokounda Traoré, a été porté au pouvoir pour gérer la transition. Voilà que des manifestants ont été au palais le lundi dernier pour lui porter main. Aujourd'hui, il est à Paris pour des soins. Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que vous pensez que la transition malienne est menacée? Oui, bien sûr que la transition est menacée. Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir associé à ce débat, un débat qui concerne vraiment l'Afrique. Je suis africain, je porte l'Afrique en cœur. Oui. Je voudrais simplement vous dire que par rapport à votre question, que la transition est bel et bien menacée. Nous savons très bien qu'au moment où les militaires se décident de faire un putsch, c'est déjà un peu, disons, déstabiliser l'ordre constitutionnel établi. Oui. Et nous savons très bien que les militaires, quand ils se mettent du pouvoir, nous avons des exemples. Le cas de mon pays, le maréchal Mobutu en 1945 a décidé de prendre le pouvoir. Les missiles qui prenaient pour rétablir l'ordre. Nous savons ce qui est arrivé par après. Ça n'est suivi une dictature qui a duré plus de 32 ans. Oui. Et le cas du Mali aussi, le pire nous rappelle ce qui s'est passé. Et nous savons très bien que les militaires, quand ils le disent comme ça, quand ils veulent rétablir l'ordre, c'est bien aussi une façon de participer au pouvoir et donc de déstabiliser l'ordre constitutionnel établi. Et Oui. je suis sûr et certain que l'avenir va nous donner raison. Je crois qu'il n'y aura pas des élections qui vont être organisées dans ce pays-là, connaissant la mentalité de nos Africains, connaissant la mentalité des armées africaines, Oui. connaissant la mentalité des Africains, je suis très sûr que l'ordre est vraiment la tradition est bel et bien menacée et que nous risquons de voir le Mali aller vraiment un tour au pays. Nous devrions vraiment encore des pays déjà divisés comme ça et c'est qui est menacé. Voilà, professeur, vous qui êtes à Kinshasa, en Afrique centrale, là-bas, très loin des frontières maliennes, quel regard portez-vous effectivement sur ce pays qui avait quand même connu 21 ans de démocratie? En 91, l'ancien dictateur malien, Moussa Traoré, a été donc arrêté par Amadou Toumani Touré, qui était colonel dans le temps. Et après, le Mali était rentré vraiment dans l'histoire avec la démocratie. Mais 21 ans de démocratie aujourd'hui, le Mali fait une marche à reculons. Et au moment où je vous parle, vous l'avez dit, le pays est coupé en deux. On ne fait pas d'abord face aux rebelles qui sont dans le nord, tranquillement. Mais le pouvoir, on cherche d'abord à se disputer le pouvoir à partir de Bamako. Alors, quel regard extérieur panafricain portez-vous vraiment sur l'avenir de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest, monsieur Sawa Dieudonné? Merci beaucoup encore une fois, M. Léonard, pour la question. Je crois que le Mali nous montre en fait le visage de l'Afrique où les pays sont tout à fait sur un chemin de déstabilisation totale en fait. Parce que nous l'avons connu, vous
Mali, et pour qu'ils puissent suivre en fait l'exemple des pays occidentaux qui, eux, ont réussi à installer une démocratie qui se traduit par les élections. Aux États-Unis, nous avons déjà quelque chose de pouvoir. En Afrique, c'est encore un apprentissage qui ne vient pas n'est pas en train de s'installer. Il y a juste quelqu'un qui a l'école de qui a fait la pouvoir. Donc, même notre Malien, votre passé est devenir à l'ordre qui est l'ordre constitutionnel, qui est la démocratie, qui s'exprime par les votes. Et ceux auxquels nous assistons dans ce pays nous mènent dans une constellation telle que nous rappelons des années passées où les dictatures régnaient et les coups d'État, ainsi de suite. Nous souhaitons vraiment que cela ne puisse pas se répéter dans d'autres pays en Afrique. Oui, professeur, justement, là j'allais en venir, là, ça allait être ma troisième question. Est-ce que vous ne pensez pas que la mauvaise expérience malienne risque de faire tache d'huile en Afrique où les coups d'État semblaient être révolus, mais depuis 2000 jusqu'à maintenant, depuis pratiquement 10 ans, les coups d'État sont devenus monnaie courante en Afrique. Vous les avez connus en Côte d'Ivoire avec le général Orbé Gueye, en Guinée, dans mon pays, le capitaine Moussa Dadis Camara. Avant lui, c'était Lansana Conté en 84 contre le régime du PDG. Sékou Touré meurt et puis voilà, on fait un coup d'État contre le bureau qui était là, l'ancien régime. Et donc 26 ans de pouvoir, 24 ans de pouvoir avec Lansana Conté. Les militaires, à sa mort aussi, d'autres militaires ont pris le pouvoir en 2008. Qui, après quelques parcours, d'autres militaires ont réussi à faire d'autres coups, donc coup et contre-coup. Général Konaté est venu avec, par la grâce de Toumba, Diakité qui a tiré sur le président. Alors Dadis a été évacué sur Ouagadougou et Général Konaté a fait donc les élections, il est parti. Mais aujourd'hui l'armée guinéenne est au Jaguet. Juste à côté de la Guinée-Conakry, vous avez la Guinée-Bissau qui est un pays voyou entre griffes, qualifié de pays narco par des observateurs. Pensez-vous que la mauvaise expérience malienne pourra faire tache d'huile, monsieur Sawa Dieudonné? Et véritablement, l'expérience malienne est en train de faire une catastrophe. Vous l'avez vous-même dit, vous avez cité les pays aujourd'hui qui sont organisés par l'État, vous avez cité la Guinée-Bissau. Je pourrais ajouter les pays du Maghreb aujourd'hui avec ce qu'on appelait le printemps arabe. Oui. Nous avons vu la Libye, nous avons vu l'Égypte, nous avons vu la Tunisie. En fait, je pense que c'est une étape de l'histoire qui est en train de se poser à la fin. Je pense que nous allons finir par retrouver les chemins de la démocratie qui nous inspire les Occidentaux. Mais sinon, par rapport au Mali, c'est vraiment une tâche d'huile, comme vous l'avez dit. Nous espérons que cet exemple ne sera pas suivi par d'autres pays. Et tous, nous allons chercher à voir les chemins que les Occidentaux ont tracés, notamment la démocratie qui s'exprime dans les élections. Toutes les élections devraient être le seul moyen dans n'importe quel pays au monde. Nous espérons que ceci va être suivi par bon nombre de pays africains. Nous allons retrouver une société qui nous amènera à distance et au développement. Alors, professeur Sawa Dieudonné, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment même professeur Sawa Dieudonné, professeur d'économie à la grande université de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, Kinshasa, où nous saluons tous nos amis qui nous écoutent en ce moment même, RDC, où nous saluons nos nombreux auditeurs à Bukavu et à Goma, sans oublier nos amis de Lubumbashi, là-bas, au Katanga. Alors, messieurs le professeur, vous le savez, quel était, depuis le coup d'État jusqu'à maintenant, comment avez-vous qualifié les réactions de la CEDEAO et de l'Union africaine face à la crise malienne? Je sais que les pays africains ont toujours réagi dans ce genre de situation. Et souvent, les pays africains, que ce soit les regroupements comme la CEDEAO, ici chez nous au Congo, nous avons la CPG, nous n'avons pas toujours eu les moyens d'intervenir. Même si nous pouvons, à un certain degré, être condamnés, mais nous n'avons vraiment pas les moyens d'intervenir directement dans les pays pour que l'ordre constitutionnel soit établi. Nous avons vu dans le cas de la Côte d'Ivoire, que les pays s'est déchiré, il y a eu des morts, et ainsi de suite. Mais bien que
soit sûr que la CEDEAO ait tous les moyens pour intervenir afin que l'ordre constitutionnel soit rétabli. C'est une faiblesse que nous avons encore en Afrique. Je ne sais pas si c'est à cause de la pauvreté ou quoi. Nous devrions avoir les moyens d'intervenir de la même manière que l'OTAN le fait dans d'autres pays européens. Nous devrions avoir les moyens d'intervenir. Oui, professeur, oui, justement, professeur. Allô, professeur, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Très bien. Les gens, justement, beaucoup d'observateurs n'ont pas apprécié la façon avec laquelle la CEDEAO traite la crise malienne. Il y en a qui pensent que la CEDEAO a caressé les putschistes de Bamako parce qu'après le coup d'État le 22 mars, la CEDEAO a condamné et par après, elle a essayé de dire aux militaires que oui, vous devez quitter le pouvoir en laissant place au président de la transition. Il n'y a pas eu vraiment une mesure de fermeté à l'égard de la junte au pouvoir. Et vous le savez, la junte a fait marche arrière, mais n'est pas complètement partie. Pour preuve, le capitaine Sanogo a appelé à une convention pour choisir un président de transition au moment où la CEDEAO avait déjà choisi Djekounda Traoré pour diriger les élections, organiser les élections et diriger le pays pendant 1 an au cours de la transition. Donc, mais les accords de la CEDEAO ont été rejetés du revers de la main par la junte au pouvoir. Est-ce que pensez-vous, à votre avis, en tant que professeur, que effectivement la CEDEAO a joué un peu le rôle qu'elle devrait jouer, ou bien elle a caressé la junte au pouvoir? Voilà, justement, vous l'avez dit, la CEDEAO devrait, avec une bonne fermeté, une grande fermeté, on arrête ce qui s'est passé et intervenir de façon à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Et à partir du moment où elle fait semblant de soutenir ou de caresser les putschistes, ça veut dire qu'elle-même, la CEDEAO, donc, n'a pas véritablement de mettre sa politique. Elle est là juste comme un regroupement, mais elle ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour essayer de rétablir cet ordre qui a été pourtant nécessaire pour tous les pays du monde. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde qui soit content, qui soit bien quand il est déstabilisé. Nous savons que dans tous ces moments-là, ceux qui souffrent, les enfants, les femmes, et ainsi de suite. Donc la CEDEAO devrait peser de tout son poids. On espère que dans les futurs, ce sera le cas. Et la CEDEAO va peser de tout son poids pour que l'ordre soit rétabli. Et à partir du moment où c'est elle encore qui caresse les petits, montre vraiment que c'est pas encore de l'autre qui est exactement. C'est un peu ça. Nous observons cela aussi à travers l'Afrique. Oui. Les regroupements régionaux n'ont pas vraiment, ne sont pas vraiment forts, n'ont pas de moyens de l'aide politique. Mesdames et messieurs, voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment même Radio Guinée dans son émission Washington Débat, invité du jour, professeur Sawa Dieudonné, économiste à l'université de Kinshasa, qui est en direct donc de Kinshasa, la belle capitale. Alors, professeur, pensez-vous que justement ces multiples conflits dans le continent, l'instabilité donc chronique en Afrique, est-elle à vos yeux un facteur de croissance économique? Oui, merci encore pour la question. Je veux le dire clairement que l'instabilité politique que nous observons en Afrique ne peut pas être, c'est jamais un facteur de croissance. Ça fait l'économie, de manière générale, ce sont des choses qui aiment vraiment la paix. Pour que l'économie soit prospère, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait la paix. Voilà. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore un appel à tous les Africains, à tous les dirigeants africains de chercher cette stabilité politique pour que l'économie soit possible. Notre affaire, comme nous le savons, les pays développés qui, eux, ont réussi à installer la croissance dans leur pays, le cas des États-Unis du président Obama, nous voyons que les États-Unis, grâce à la stabilité politique, l'économie est possible. Mais ici chez nous, aussi longtemps, ici chez nous en Afrique, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de stabilité politique, eh bien, nous ne parlons pas de développement. Même les objectifs du millénaire, nous vont fixer à 2000, donc à 2015, il y a quand même, d'une certaine façon, une amélioration des conditions de vie de la population, surtout du point de vue de la nutrition, nous y arriverons. Nous serons instables.
de mettre le pays sur la voie de la stabilité. Justement, professeur, allô, professeur. Vous parlez de votre pays, j'allais en venir là. J'ai plein d'auditeurs en ligne et des panélistes qui devront vous poser des questions. Je voudrais justement vous poser une question concernant votre pays, ce beau pays que nous aimons. Alors, ce grand marigot d'Afrique, le Congo est aujourd'hui à la traque du général dissident Bosco Ntaganda. Comment pensez-vous que ce soit possible que toute une armée n'arrive pas à mettre main sur un seul militaire qui a fait la dissidence, qui a pris le maquis avec quelques soldats à ses côtés? Ok, vous savez, je ne suis pas militaire, je ne connais pas exactement comment on traque, mais je sais que le président Kabila, depuis qu'il a pris le pouvoir, Oui. en 2001, il a pu privilégier les solutions diplomatiques aux solutions militaires. Mhm. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'armée, c'est vrai qu'il a la charge de la protection de la population, mais il résolve d'abord d'attirer ses dissidents, de revenir dans l'armée. C'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi l'intervention sur l'information, il y a eu lieu il y a quelques jours, il a bien dit que la solution militaire, elle est, c'est vrai, possible, mais ce n'est pas la première voie de sortie. Les gouvernements pensent, ils ont trouvé la solution à travers faire priver des enfants, des jeunes, des militaires qui sont partis avec le général Taganda, parce que ces enfants puissent être équipés. Et aujourd'hui, le gouvernement se trouve satisfait du fait que le nombre qui est resté au côté de Taganda est vraiment très réduit. Et nous croyons qu'il y aurait, dans le cas d'une attaque militaire, des morts que s'il y en avait encore plusieurs. Donc, ce n'est pas vraiment une question de Oui. nationale qui ne réussit pas à atteindre les dissidents, mais c'est surtout la méthode qui est Je compose maintenant. c'est une méthode diplomatique et à travers laquelle nous croyons qu'on peut, disons, réussir à avoir des bons hommes militaires qui vont soutenir le général et celui-ci se retrouvera abandonné et lui seul ne pourra pas faire la guerre à toute la République. Donc c'est un peu ça. L'armée n'est pas incapable d'assister les générales, mais Oui, professeur, on a eu beaucoup de... Oui, professeur, vous m'entendez? je vous écoute. Voilà, on a eu beaucoup de réactions. Vous savez, le Congo, on est très écouté au Congo, à Goma, dans le Grand Kivu. Et il y a eu des réactions qui sont parvenues à notre rédaction où les Congolais disaient que la République démocratique du Congo est en train de négocier sa sécurité avec un seul général dissident. Alors, comment répondez-vous à ces gens-là? C'est vrai que la sécurité est en train d'être négociée. Mhm. Bon, moi je crois pas que c'est ça, parce que Alors, professeur, ça va, Dieudonné. Gardez l'écoute. On me signale du côté de la technique que nous avons Madame Chantal Faïda, économiste, analyste en ligne de Goma. Alors, Madame Chantal, bonsoir. Oui, allô, Chantal, bonsoir. Vous êtes en ligne de Goma. Alors, bienvenue à Radio Guinée USA. Le débat qui à l'ordre du jour ici, c'est l'instabilité chronique en Afrique. Est-ce qu'un facteur de développement? Quelle est votre réaction face à ce sujet? La question, c'est l'instabilité chronique en Afrique, Madame Chantal. Est-ce un facteur de développement? L'instabilité socio-politique en Afrique. Il y a beaucoup de troubles, beaucoup de conflits en Afrique. Pensez-vous que avec ces instabilités-là, l'Afrique peut retrouver le chemin du développement? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est vraiment un facteur phare dans le développement de l'Afrique, l'instabilité. Et nous ne cesserons jamais de le décrier parce que dans presque tous les pays à stabilité politique ces jours-ci sont vraiment en retard par rapport au développement. Ils sont encore des pays en développement, donc des pays du tiers-monde. Il y a beaucoup de guerres qui se font entendre ici et là, beaucoup de territoires. Donc je pense que si on parvient à la
Oui. Ça peut aussi occuper le développement de toutes les choses. La guerre, c'est vraiment un secteur irréparable. Donc, ils sont à l'heure de la mondialisation. Ok. Madame Chantal, alors notre invité du jour, c'est le professeur Sawa Dieudonné, économiste à l'université de Kinshasa. Avez-vous une question pour le professeur? Je voudrais bien savoir, donner la vision de l'Afrique entre beaucoup de pays occidentaux et pays, c'est-à-dire que l'Afrique est. J'aimerais savoir comment expliquer en pleine croissance, comment expliquer ce paradoxe un continent en pleine stabilité pour certains pays du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, et que d'autres pays sont en train de voir la croissance économique de ces pays. Je ne sais pas sur base de quoi ces pays sont en train de conclure cela. Voilà, professeur, vous avez compris notre sœur de Goma, Madame Chantal Faïda. Elle est aussi économiste, analyste basée à Goma, en République démocratique du Congo. Alors, elle voudrait savoir comment expliquez-vous le paradoxe entre certains pays d'Afrique qui, malgré quand même les conflits, les troubles sociopolitiques, ces pays arrivent quand même à cerner, disons, l'indice de développement pour aller vers la croissance. Elle a donné quelques exemples, les pays du Maghreb et quelques pays d'Afrique quand même. Parce que l'Afrique, malgré tout ce qu'elle a comme conflit, elle a été, selon la Banque mondiale, la croissance évolue en Afrique. Alors, professeur, vous avez le micro. Merci beaucoup. La question, je crois que la croissance qui est observée dans les pays de Sahel, je crois qu'elle peut être relativisée par rapport à celle qui se passe dans les pays où il y a vraiment la stabilité. Nous connaissons tous, la capacité des économies africaines. Nous connaissons surtout les produits intérieurs brut par habitant dans les pays africains, que ce soit au Maghreb ou ailleurs. Ces économies-là, nous ne dit tout. Et s'il y a une relative croissance que nous observons, c'est en dessous de la capacité même de tous ces pays-là. Et donc, nous croyons vraiment que tous ces pays où il y a une relative croissance, qu'il y a encore moyen d'améliorer si effectivement si la stabilité s'installe. Et donc, nous ne pouvons pas nous contenter de cette relative croissance que nous observons. Et nous souhaitons que la stabilité soit établie et que nous puissions faire mieux. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays africain par peut-être l'Afrique du Sud où la stabilité est garantie par une économie prospère. Nous tous, les pays africains, même ceux qui ont une relative croissance, ont toujours des problèmes. Parce que tout simplement la stabilité n'est pas là, tout simplement parce que l'économie. C'est ça. Alors, Chantal, avez-vous une autre question? Merci d'avoir pour la réponse de ça, comment le professeur en parle. Je voudrais aussi savoir si les facteurs démographiques, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pays africains qui ont une population très dense. Je voudrais savoir si ça peut aussi contraindre le développement de ces pays-là. Donc, avoir une grande population, est-ce que c'est un facteur de développement ou pas? Voilà, ça c'est une très bonne question. Mais voilà, Chantal, on me signale du côté de la technique que nous avons perdu temporairement le professeur. Nos techniciens essaient de le reprendre. Donc, vous restez en ligne. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez compris. Je voudrais aussi, Chantal, vous donner l'occasion de réagir par rapport à ce qui se passe au Mali. Quelle réaction avez-vous, vous qui êtes une analyste économiste quelles sont les conséquences économiques qu'encourt le Mali avec cette crise politico-économique, cette crise politique grave avec le président qui a été chassé, le président de la transition qui a été frappé. Alors, quelles conséquences économiques dégagez-vous pour le Mali, Madame Chantal? Et d'autres pays internationaux ont accepté une très bonne
Ok. derrière ces gens Oui. qui font en sorte de Oui, professeur, gardez la ligne, hein. Oui. Mhm. dénigrer ce qui est derrière tous ces faits de saboter tout le processus. Oui, voilà. Merci, Madame Chantal. Madame Chantal, gardez. Allô, Madame Chantal? Chantal, voilà, on me sert du côté de la technique, le professeur est de retour. Alors, quelle était votre seconde question pour le professeur Chantal? Oui, j'étais en train de poser une question concernant un facteur de sous-développement ou de développement du pays qui soutient. Donc, il y a vraiment beaucoup de pays qui ont une très grande croissance du point de vue population. Oui. Et donc, les populations des pays ne sont pas payées à soutien en train de se tripler, voire même de se tripler pendant les 10, 20 ans. Et je ne sais pas si ça s'appelle un phare de développement ou un moteur. Ah, une très bonne question. Alors, professeur Chantal voudrait savoir, est-ce que la démographie est un facteur de croissance ou serait-elle le moteur du développement en Afrique? Mhm. Nous observons des pays comme la Chine aujourd'hui, où nous avons plus de milliards d'habitants. Qu'on connaîtrait, non seulement par rapport à ce qui est consommatrice, parce que la population est consommatrice, mais aussi parce que cette population-là, elle est productrice. Aujourd'hui, les pays d'Europe ont des problèmes. Pourquoi? Parce que la population est vieillissante. Et la main-d'œuvre ne se renouvelle pas, parce qu'il n'y a pas que là-bas en Europe. La Chine, c'est véritablement comme on était, il fait de sa population. Parce que la population est grande, elle est très nombreuse, et puis elle donne une main-d'œuvre nombreuse également. Et de la même manière, elle donne aussi, elle offre des vases de marché à toute la production qui est nationale et internationale. Donc je voudrais rappeler à Mme Saïda que la population, c'est son parce que de toute façon, parce que c'est elle qui devient la main-d'œuvre, et également c'est elle qui est consommatrice. Alors, professeur, je vais laisser le micro à l'un de nos panélistes qui s'appelle M. Gilles Fangamou à Washington, D.C. pour vous poser une question. Alors, M. Fangamou, est-ce que vous nous suivez? Si oui, vous avez le micro pour poser une question à notre invité, le professeur Sawasawa Dieudonné en ligne de Kinshasa. Ouais, bonsoir, monsieur l'invité. Donc, j'aimerais vous demander quand même, ce qui s'est passé au Mali, et vraiment, chez moi ici, c'est étonnant. Et qu'est-ce que vous avez eu à penser sur la situation malienne? Parce que je n'arrive pas à vous recevoir voilà, professeur, vraiment. notre invité voudrait savoir quelle réaction avez-vous vraiment par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Il veut en savoir plus parce que lui, il n'arrive pas à comprendre que des militaires qui gardent un palais présidentiel soient restés là, muets, tranquilles, et qu'une foule nombreuse arrive à pénétrer, à défoncer la grille du palais pour y rentrer et frapper le président de la République. Mm-hmm. Condamnons d'ailleurs, et qui nous fait passer aux années 60, militaires ouïghours. Ça ne peut pas expliquer qu'un pays ou un président qui devrait être gardé par des mêmes militaires puisse faire objet d'une attaque
Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, professeur, on me signale du côté de la... Oui, alors, professeur. Alors, professeur, si vous me recevez, oui, j'espère que vous portez votre casque. On me signale du côté de la technique que nous avons un politologue guinéen, guinéo-américain, M. Nima Chérif François. Alors, M. Nima Chérif François, bonsoir et bienvenue dans le débat. Notre invité du jour, c'est professeur Sawa Dieudonné, en ligne de Kinshasa, professeur à l'université donc de la même ville. Avez-vous une question pour lui concernant la situation au Mali ou la croissance, l'instabilité chronique en Afrique, M. Chérif Nima François? Oui, bon, mais il y a des problèmes de duo avec le professeur depuis. Bon, mais ma question, je vais lui poser la question. La question que je voulais savoir, est-ce que, vu ce qui s'est passé au Mali, avec l'accord signé par la CEDEAO, qui donne au président de l'Assemblée le pouvoir de succéder à celui qui a été cherché au pouvoir par les militaires, je vais parler de ATT. Est-ce que, on dit souvent en politique que le président est très dangereux, est-ce que n'est-ce pas un dangereux précédent pour les pays qui viennent, les pays africains en général, et surtout particulièrement les pays qui viennent d'amorcer le processus de démocratisation de leur pays? Voilà. Professeur, vous avez compris la question. Alors, je vous rappelle que ce monsieur qui intervient est politologue analyste aussi à Radio Guinée USA, monsieur Nima Chérif François. Il est basé ici à Washington DC, dans la région ici. Donc, il veut savoir si Jokunda Traoré est un président dangereux pour le peuple malien qui a réussi à porter main sur lui. Non, pour l'Afrique en général. Ah, pour l'Afrique d'une façon générale, voilà. Et surtout les démocraties naissantes, en particulier. Et surtout pour les démocraties naissantes. Oui, allez-y, vous avez le micro, professeur. C'est ça. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi le professeur Sawa Dieudonné. Je rappelle à nos auditeurs que vous suiviez professeur Sawa Dieudonné, auteur de notre sujet panafricain, l'instabilité chronique en Afrique est-elle à vos yeux un facteur de croissance économique? Professeur Sawa Dieudonné enseigne donc l'économie à l'université de Kinshasa où nous saluons tous nos amis qui sont regroupés en ce moment même chez Maman Colonel, un grand lieu de réjouissance populaire là-bas à Kinshasa, sans oublier nos amis de Bukavu. Vous avez suivi tout à l'heure Mme Chantal Faïda. Chantal Faïda nous répondait en direct de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Alors, nous n'avons pas eu le temps de joindre Mme Marie-Rose Bora, ce n'est que partie remise, et notre confrère El Hadj Koudra Maliro de Radio Télé Béni FM. Alors, il est 16h06 à Washington, 20h06 en temps universel coordonné et à Gogota. Maintenant, nous nous tournons vers le politologue guinéen, M. Chérif Nima François. Vous n'étiez pas là, le professeur a vraiment fait un ramassé de tout ce qui se passe sur le continent. Il a dit que
le Mali avec ses 21 ans de démocratie et avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, le Mali est en train de donner une mauvaise expérience qui pourrait faire une tache d'huile malheureusement pour l'Afrique, car d'autres pays essaieraient d'imiter l'exemple malien qui n'est pas le bon. Alors il a aussi dénoncé disons l'éthargie de la CEDEAO, l'immobilisme de la CEDEAO ou non, la complaisance, voilà c'est le mot, la complaisance de la CEDEAO face aux putschistes de Kati, car au lieu d'intervenir énergiquement comme le fait l'OTAN dans certains cas, la CEDEAO a plutôt caressé les militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako pour enfin le lâcher et aujourd'hui ils tentent de le reprendre, car si on a appelé à une convention nationale pour choisir un président de transition, il ne pourrait être autrement que le capitaine Amadou Saya Sanogo. Alors, vous qui êtes analyste politologue guinéen ici basé à Washington, quel regard portez-vous sur la crise malienne et sur l'instabilité chronique en Afrique, car l'un ne va pas sans l'autre, M. Chérif Nima François? Oui, merci Georges pour la question. Concernant l'instabilité chronique en Afrique d'abord, vous savez, après les indépendances, on a presque plus de 50 ans d'indépendance de nos colonisateurs, et ce qu'ils nous ont laissé, ils nous ont laissé sûrement les mouvements d'aller et de revenir, mais ils ont contrôlé depuis très fort longtemps les mouvements politiques sur le continent. Et sur le plan économique, c'est eux qui déterminent la voie que nous devons suivre dans la plupart des cas, qu'il soit l'option à des moments donnés des régimes socialistes, on a connu des régimes communistes, nous avons connu l'apartheid, nous avons connu d'autres qui ont suivi la voie, l'économie libérale comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, nous avons connu d'autres qui ont constitué des mouvements non alignés, mais la vérité est que tous ces mouvements ils étaient tous subordonnés à une puissance qui était assise et bien en Europe et bien installée dans chaque pays concerné. Ça, c'est la source des instabilités chroniques et que nous vivons aujourd'hui, et c'est les conséquences directes, puisque après la traite négrière, nous avons connu les indépendances, nous avons connu la néocolonisation sous d'autres formes. Aujourd'hui, ils sont venus avec d'autres modes de gouvernance qui disent que c'est la meilleure aujourd'hui, que nous avons tous accepté, croyant que les êtres devraient être libres de s'exprimer, qu'on appelle la démocratie, où le peuple choisit librement ses représentants. Mais malheureusement, la conséquence directe, l'une des dernières conséquences directes, c'est que la plupart de nos représentants, les représentants des peuples africains, ne sont pas choisis par les Africains eux-mêmes. Ils sont généralement choisis ou venus de l'Europe ou de l'Amérique, qui viennent avec tout ce qu'il leur faut, soutien politique à l'extérieur, soutien économique et financier, et qui viennent avec ça. Et ensuite, des fois, des cas comme la Côte d'Ivoire, comme nous avons vu le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, où les bases françaises sont installées dans ces pays pour les appuyer sur le plan militaire. Et tous ces facteurs suscités ne peuvent pas amener le continent dans l'instance de représentation ou de représentativité vraiment politique très valable sur la planète, sur la carte politique planétaire. Donc, revenons sur le cas du Mali. Le cas du Mali, bon, je crois que le professeur a dit que c'était un cas de complaisance de la part de la CEDEAO, mais moi je me dis que tel n'est pas le cas. Le cas malien était très spécifique. Je crois qu'il faut prendre dans son contexte particulier, à partir du moment que déjà il y avait une rébellion au nord par la faiblesse du général ATT qui a laissé son pays affranchi par des rebelles. Elle existe toujours, cette rébellion d'ailleurs. Elle s'est aggravée. Qu'on savait pour tout analyse et tout prévoyant, savait que quand le régime libyen, après le spring arabe, le printemps arabe, il allait avoir comme ce qu'on appelle la science. Le professeur, restez en ligne. C'est ce qu'on appelle la science politique et la science, puisque les mêmes causes, c'est les mêmes effets. S'il y a des troubles dans un point A, il y aura les conséquences
dans un point B et C, et avec atténuation, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point A. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, on avait connu le problème libyen, le printemps arabe, et qui devait envoyer des conscrits, mais le Niger a pris, fermé ses frontières. Les autres pays, le Tchad a pu faire, le Soudan a pu faire, mais le Mali n'a pas pu faire, je ne crois pas, par la faute de ATT. Et voilà, même, quand on est en direct encore, les militaires ont intervenu. Donc, vous avez les militaires au sud qui contrôlent le pouvoir politique, vous avez une armée de rébellion qui contrôle le nord. Alors, la CEDEAO doit agir, je crois, la CEDEAO a dit, s'ils agissaient avec la force au sud, sur l'armée malienne, je crois la rébellion allait avancer, quelle que soit leur force, puisque beaucoup d'une rébellion, pas une armée régulière, c'est très difficile de gagner les combats contre les rebelles, puisque les rebelles ne sont pas identifiables plus facilement. Et donc, alors, M. François, vous avez touché à un point très intéressant qui intéresse notre rédaction. C'est le cas de des armées françaises en Afrique. Pensez-vous que c'est un facteur de stabilité pour le continent après 50 ans ou plus de 50 ans d'indépendance? Bon, en ce qui concerne, laisse-moi conclure, je vais conclure le dernier point et puis je reviens sur la question. Je disais alors... Le professeur est en ligne, hein? D'accord. Oui. Oui, pour ne pas prolonger le conflit malien, la CEDEAO a voulu d'abord maintenir le nord avant de combattre au sud. Et pour maintenir le sud avant d'aller au combat, affronter le nord. Mais pour aller affronter, pour maintenir la paix au sud, il faut négocier avec l'armée. C'est, je crois, la seule solution adéquate. Voilà pourquoi ils ont été complaisants vis-à-vis des autorités militaires. Mais quand même, ils ont fait un acte de sagesse en remettant le pouvoir tout de suite aux civils, malgré qu'ils exercent encore une influence. Maintenant, pour revenir au casernement militaire français... De l'armée française, en 10 secondes, M. Nima Chéri François, vous êtes très nombreux, 10 secondes s'il vous plaît. Voilà, je dis en ce qui concerne les casernements des militaires dans les pays africains, au début c'était pour appuyer c'était les nations satellites, comme on l'appelait, pour continuer à exercer leur influence sur les présidents et les pays qu'ils considéraient comme pays satellitaires. Donc, ça a contribué dans ces pays, à l'intérieur de ces pays, à une stabilité, mais à savoir la question est-ce que les Africains en ont profité, j'ai dit non, les Africains n'ont jamais profité. Regardez votre ligne d'écoute, M. Chérif Nima, les Africains n'ont jamais profité de la présence de l'armée française en Afrique. Alors, monsieur le professeur Sawa Dieudonné, est-ce que la présence des détachements de l'armée française donc en Afrique est un facteur de stabilité pour le continent? Vous avez le Djibouti, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon et le Tchad et Centrafrique qui ont des armées, qui ont des détachements de l'armée française. Pourquoi faire, après 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance dans nos pays? Merci encore pour la question. Je crois que vous avez bien parlé de la présence de l'armée française. L'armée française n'est pas une armée africaine en fait. C'est une armée de la France qui protège les intérêts français. Et je crois que si l'armée française est présente en Afrique, ce qui passe, que ce soit pour protéger les Français qui habitent en Afrique et qui les intérêts français. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous les Africains, nous devons faire nos propres armées. L'armée est faite d'hommes, l'armée est faite également de matériel, l'armée est faite également avec les finances. Les hommes, nous les avons. Il n'y a pas de pays africain qui n'a pas de population. Surtout, nous avons l'avantage d'avoir une population jeune. Donc, nous pouvons former une armée qui va protéger nos pays respectifs. Alors, parler de l'armée française en Afrique, c'est vrai, la France a des hommes en Afrique, mais il faut connaître sûr, ce n'est pas pour protéger les Africains. Oui, mais professeur, ce que certains disent, c'est que ces militaires qui, quand ils arrivent, ces militaires français, c'est vrai, ils créent un peu d'emploi parce qu'ils engagent
dans le cas du Sénégal, ils avaient engagé des Sénégalais qui étaient là pour faire des petits métiers avec eux. Et quand l'ex-président français Sarkozy a démantelé le réseau de Dakar, les Sénégalais disaient si l'armée française quitte, on va perdre nos boulots. On avait quand même en leur temps des petits boulots, ainsi de suite. Pensez-vous que effectivement, le politologue guinéen a dit que ça n'a jamais servi l'Afrique, que c'était pour protéger des présidents des pays satellites avec les intérêts, vous l'avez dit, français. Pensez-vous que, à côté quand même du fait que cette armée française est là pour les intérêts français, ça crée un peu de l'économie, un peu de boulot pour nos populations qui sont sur place, professeur? Oui, merci beaucoup encore une fois pour la question. Comme je vous le disais, les Français, l'armée française, n'est pas que le sol africain pour les intérêts des Africains. Seulement, nous pouvons dire que, dans une certaine mesure, il y a des petits boulots qui se créent par-ci, par-là, et les Africains en profitent. Mais vous voyez vous-même, c'est une situation qui est tout à fait conjoncturelle, qui ne peut pas durer, qui ne peut pas porter des intérêts durables pour les pays africains. C'est la raison pour laquelle il y a que il faut savoir qu'il faut qu'ils forment leurs armées. Nous ne devons pas nous contenter de petites civilistes qui sont tout à fait conjoncturelles, qui juste viennent pour soulager tant soit peu, pas pour créer une situation durable. Ok, professeur, merci de vos propos. Vous gardez le micro, professeur. Alors, quelle solution proposez-vous pour que l'Afrique aille mieux avec l'instabilité, pour mettre fin à l'instabilité politique, sociopolitique, car je le disais tantôt, l'un ne va pas sans l'autre. Quand il y a l'instabilité, le développement est au ralenti. Alors, à Radio Guinée, on a pris l'habitude de proposer des solutions. Quelles solutions proposez-vous pour l'Afrique pour qu'elle sorte vite de ces conflits et faire face aux problèmes de développement? Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est la partie la plus importante même de l'entretien que nous avons. Moi, je propose ceci. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut se mettre dans lesquels se trouve. Nous sommes vraiment en arrière. Tous les problèmes du monde se retrouvent chez nous. Et donc, nous n'avons plus le choix. Nous devons nous réveiller face à ce que, premièrement, nos pays se forment des armées qui se veulent nationales, qui sont là pour protéger les hommes et qui leurs biens. Deuxièmement, nous devons penser à ce que la démocratie soit instaurée comme système politique. Nous ne voulons plus qu'il y ait des putsch par-ci par-là. Nous voulons que désormais le pouvoir soit ici des urnes. Deuxièmement, nous appelons à tout le monde. Professeur, la qualité de votre intervention se dégrade un tout petit peu. Essayez de parler un peu plus fort. Dans 5, vous avez 5 secondes pour finir, 10 secondes pour finir, professeur. Allez-y. Je voudrais dire aussi à la communauté internationale d'aider le gouvernement d'Afrique en lui donnant les moyens. Nous savons qu'il y a le Fonds monétaire international. Nous pouvons avoir quand même des plans comme le plan Marshall qui a développé l'Europe, de façon que l'Afrique puisse avoir les infrastructures qui sont vraiment... Donc, professeur, vous demandez un plan Marshall pour le développement de l'Afrique, c'est ça? Oui. Merci, professeur. Merci de votre intervention. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous avions dans cette émission notre invité, professeur Sawasawa Dieudonné, qui a proposé ce second thème, l'instabilité chronique en Afrique, est-ce un facteur de développement? Professeur est donc spécialiste des questions économiques à l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Grand merci, professeur, et à très bientôt. Alors, mesdames et messieurs, voilà, donc, professeur Dieudonné était notre invité du jour pour cette question. Alors, je me tourne vers vous, le politologue guinéen. Le professeur demande un plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Qu'en pensez-vous, monsieur Chérif Niman François? Oui, merci. Je crois que c'est génial que les Africains commencent déjà à comprendre qu'ils ne peuvent pas attendre l'Europe ou l'Amérique pour se développer. Et je crois plan Marshall de type d'origine africaine, je suis vraiment très d'accord puisque le plan Marshall provenance de l'Europe ou de l'Amérique, c'est très difficile de l'obtenir. Il faut être pragmatique. Les temps ont changé, on n'a plus à contrecarrer le chemin au communisme ou un autre système. Les nouvelles crises aujourd'hui se règlent avec les armes sur le terrain lui-même, comme la Syrie, on a vu le printemps arabe.
On a vu Saddam Hussein partir. Donc, ils ont actuellement aujourd'hui les armes et puis ils préfèrent aller au terrain. Donc, les temps ont changé. Donc, l'Afrique veut se sauver. Les fils africains, les régimes africains doivent d'abord se débarrasser de tous ces outils qui a tendance à les faire croire qu'ils sont tous dépendants ou pour venir faire d'eux-mêmes, de même que les cadres militaires, puisque une précision, les cadres militaires ne sont pas installés en Afrique pour aider les Africains, c'était plutôt pour aider les pays satellitaires pour ne pas être envahis par les pays communistes, le communisme avançant dans le temps. Donc, ce n'était pas pour venir aider l'Afrique. Il faut que nous soyons clairs. Maintenant, plan Marshall, des Africains pour eux-mêmes, je crois que c'est bien. La bonne gestion de nos mines, la bonne gouvernance, la gestion avec objectivité et sans prendre nos ressources envoyées, sans que la comptabilité, vraiment, c'est le plan Marshall le plus génial pour l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, vous suiviez le politologue guinéen, monsieur Chérif Niman François, politologue guinéen, basé dans la région. Mais monsieur Chérif Niman François, vous l'avez dit, les temps ont changé. Monsieur Jules Fangamou, je serai à vous dans un instant. Les temps ont changé, les époques aussi, les hommes aussi. Un plan Marshall, quelle serait donc l'appellation de ce plan pour le développement de l'Afrique? Est-ce que les Africains devrions l'appeler plan Mandela ou plan Sékou Touré ou plan Kwame Nkrumah pour l'Afrique, pour refléter l'authenticité africaine, monsieur Niman Chérif François? Non, Georges, j'en garde. J'ai dit les temps ont changé, vous avez répété, les hommes ont changé en même temps. Donc, il s'agit de voir parmi les grands professeurs d'économie comme celui qu'on a en ligne, qui ont des visions déjà qui a exposé ses talents aujourd'hui à ce qui concerne sa vision pour l'Afrique. Et il s'agit de créer, de voir avec tant d'autres grands professeurs d'économie dans les universités, qu'ils soient en Afrique ou partout où ils se trouvent, de se donner la main, créer un plan et exiger l'application à travers les gouvernements respectifs de chaque pays africain. Et celui qui aura dirigé ce mouvement ou qui aura donné l'idée pour apporter le nom du plan. Voilà, mesdames et messieurs, vous suiviez donc monsieur Chérif Niman François, économiste, socio-politicien, politologue guinéen basé dans la région métropolitaine de Washington DC. Nous allons voir la réaction d'un autre panéliste, monsieur Jules François Fangamou. Vous avez suivi le professeur Sawa Dieudonné qui demande un plan pour le développement de l'Afrique, un plan initié par les Africains et pour les Africains. Et vous avez écouté aussi madame Chantal Faïda qui a dégagé ici la démographie, c'est-à-dire la très grande population. Est-ce qu'un facteur de développement? Le professeur a dit oui, en prenant l'exemple de la Chine. Ou en tant que panéliste de Radio Guinée, approuvez-vous toutes ces idées qui ont été avancées ici, M. Jules Fangamou? Oui, M. Georges, tout est normal. Comme disait Niman Chérif, que la mentalité des gens ont changé et tout est changé aujourd'hui. Il y a eu l'évolution des Africains. Mais pour moi, c'est le manque de moyens qui fait aujourd'hui que les Africains s'accrochent aux pays occidentaux. Donc, ça sera très difficile pour les Africains pour négocier entre eux. Parce qu'aujourd'hui, Niman Chérif il nous a dit aujourd'hui, pour élire les présidents, il faut qu'ils s'accrochent aux pays occidentaux comme les États-Unis et la France. Et il a donné beaucoup d'exemples et je suis d'accord avec lui. Et donc, c'est normal que le professeur économiste dise qu'il faut qu'on s'asseye pour négocier, pour qu'on puisse créer notre propre effort pour unir, notre plan pour unir l'Afrique et créer notre force, notre propre sécurité. Et c'est très bon, mais pour moi, ça sera un peu difficile pour nous parce qu'il y a des manques de moyens aujourd'hui qui jouent sur nous. Donc, j'apprécie et je l'encourage. Ouais, quand vous dites qu'il y a des manques de moyens, mais l'Afrique a beaucoup de richesses, M. Gilles Fangamou. Il suffit oui. qui se donne cette volonté-là. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a un prix qu'un Africain délivre. Le prix, je crois, est doté de 5 millions de dollars. Le prix Boy Ibrahim, c'est un Soudanais, et vous connaissez le Soudan, c'est un grand pays pauvre.
mais riches sous le sous-sol. Mais les Soudanais sont en train de se battre. On voit tous les jours, le Soudan a été coupé en deux. Il y a le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Mais c'est un Soudanais, un homme d'affaires soudanais qui a lancé un prix, Bon Ibrahim, pour encourager la démocratie en Afrique. Et chaque fois qu'un pays a été choisi, un président a été choisi pour avoir appliqué la démocratie, ce prix-là lui est décerné 5 millions de dollars. Je ne vous dis pas 5 000 dollars, 5 millions de dollars. Alors, est-ce que vous allez me dire que l'Afrique n'a pas de ressources, M. Jules Fangamo? Quand je vous donne seulement un exemple, il y a aussi tant d'hommes d'affaires, tant d'hommes politiques, de business, des économistes qui ont autant de moyens que Mo Ibrahim, n'est-ce pas, M. Jules Fangamo? Oui, M. Georges, c'est pas si je vous dis aujourd'hui l'Afrique n'a pas de moyens et c'est les moyens de mentalité. Je ne parle pas de moyens de financiers. Je parlais de moyens de mentalité. Aujourd'hui, je viens donner l'exemple, comme disait Minema Sirif, à 10 ans qu'aujourd'hui, pour élire un président en Afrique, c'est pas le peuple qui le met au pouvoir, c'est la décision des Occidentaux. Donc, oui. L'Afrique ne se fait pas confiance, M. Jules Fangamo. Oui, mais je ne fais pas comme parce qu'aujourd'hui, vous avez donné l'exemple, comme au temps de Sékou Touré, il y a des autres qui ont eu à se battre pour unir l'Afrique, mais ceux-là, ils ont été tués par les Africains. Donc, moi, je n'ai pas confiance aux Africains aujourd'hui et toute l'Africain cherche son intérêt. Donc, je ne peux pas, c'est pour cela que je dis que ça sera très difficile pour unir les Africains. Parce que toutes les présidents qui sont au pouvoir cherchent leur intérêt. Et je vous donne aujourd'hui l'exemple. Au Burkina, celui qui est là-bas, et au Gabon, celui qui est là-bas. Donc, ils sont tous corrompus par l'Occidentaux. Donc, ils ne peuvent pas s'asseoir et négocier. D'autres qui vont tourner la tête. Comme je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui, comme M. Taylor aujourd'hui qui a été condamné, il a été envoyé par les Occidentaux aujourd'hui où il est. Parce qu'il a été très trahi. On ne peut pas, ça sera très difficile pour l'Afrique. Il faut que les gens changent leur mentalité pour aimer l'Afrique et pour qu'on puisse s'asseoir et négocier comment nous devrons nous développer comme la Chine et le Japon aujourd'hui. Mais ça sera très difficile pour nous les Africains pour qu'on ça c'est très bon. On a beaucoup des intellectuels, on a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même choisir des gens pour que les Africains, tous les présidents soient d'accord. Et je vous donne aujourd'hui. Beaucoup, M. Gilles Fangamo, merci du côté de la technique, nous sommes très pris par le temps. Dans quelques secondes. Alors, M. Chérif Niman François, en 10 secondes, rapidement, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, Georges, va dans le même sens que le professeur a soulevé, le plan Marshall type africain. Et je tiens que le nom, celui qui va porter le nom sera celui-là qui aurait initié ou bien qui aurait dégagé les grandes lignes à suivre et qui va aboutir sur un succès total avant de lui décerner le nom. Donc, c'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous les économistes, politologues, hommes de sciences, hommes de culture, hommes d'histoire, pour venir ensemble, s'asseoir ensemble, voir ensemble qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que les autres ont fait, que nous n'arrivons pas à faire en Afrique. Puisqu'on a tout aujourd'hui à copier, pourquoi on n'arrive pas à copier? La Corée du Sud, le Japon, la Chine est en train d'avancer à très grands pas. Les pays asiatiques, comme Malaisie ou autres, aujourd'hui, ils ont copié ce que les Occidentaux ont fait. Ils ont amélioré leurs conditions de vie, leur produit intérieur brut est élevé, ils ont la stabilité, ils ont la démocratie, la bonne gouvernance. C'est tout ce qui nous manque. Donc, c'est un appel à tous ceux qui ont les moyens, tous ceux qui ont l'envie de faire d'avancer l'Afrique, pour qu'ils viennent, ils appellent, ils cherchent les hommes, il y en a, mais c'est les moyens qui manquent au niveau individuel, pas au niveau des États. Merci beaucoup, M. Chérif Niman François. Les hommes sont là, les moyens nous manquent. Il faut un plan Marshall pour le développement de l'Afrique, un plan Marshall à l'image de l'Afrique. Tels sont les mots de la fin prononcés ici par notre invité, professeur Sawa Dieudonné, qui était en ligne en direct de Kinshasa, où il est un peu plus de 22h30. Et notre sœur Chantal Faïda, qui était en ligne de Goma, cette grande panafricaine, qui vient toujours animer notre débat. Merci à vous, merci à M. Jules Fangamo et au politologue guinéen Chérif Niman François. Espérons que les vœux émis ici seront entendus par les bonnes africaines, les bonnes
volonté africaine, j'allais dire, pour que l'Afrique se réveille et se développe avec son plan de type Marshall. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que le grand dîner gala qu'organise la Fondation Batoniba se prépare activement. Ce sera pour le 23 juin à Washington, D.C. Merci à vous. Bonne soirée chez vous. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, pratiquez Radio Guinée USA, www.rg USA. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, des réseaux sociaux de communication. Bonne soirée chez vous.